Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Téléject, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. Deuxième rendez-vous de cette semaine, de ce bientôt fin de mois de novembre. On arrive à Thanksgiving la semaine prochaine. On vous parlera de tout ce qui est prévu pour Thanksgiving un peu plus tard dans l'émission. On est entre la semaine 11 et la semaine 12 et on s'est dit, tiens, ne serait-il pas le moment de mettre à l'honneur deux équipes qui nous surprennent un petit peu cette saison? On l'avait fait avec les Steelers et les Patriots un peu plus tôt dans la saison, qui étaient bien en jambes et qui sont d'ailleurs toujours bien en jambes puisque les deux sont encore en tête de leur division. Et ben là, on va s'intéresser à deux autres équipes qui surprennent du côté de la NFC avec les Bears de Chicago et les Panthers de Caroline du Nord, deux équipes donc qui ont un bilan qu'ils n'attendaient probablement pas à ce moment-là de la saison. On va pas trop vous en dire parce qu'on va essayer de vous les présenter un petit peu, leurs forces, leurs faiblesses, les coachs, les quarterbacks, le calendrier à venir, l'avenir aussi de ces équipes. Ces deux équipes dont on parle pas beaucoup, même dans les médias américains, qui sont assez sous les radars. Ces deux équipes-là, on va essayer de les déterrer un petit peu ce soir. Avec moi, mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et tu vois, tu m'as dit qu'on était entre la semaine 11 et la semaine 12. Je proclame donc officiellement que cette semaine est la semaine 11. Voilà. Ou Comme 11 et ça, demi. c'est fait. 11 et demi. Oui, 11, moi j'aime bien. Tu vois, c'est un 12, c'est bien. petit mélange. Là, C'est bien. ça passe bien à l'oreille. Et pour une fois, pour un podcast, on va parler de deux équipes. C'est pas un podcast de la déprime. Tu m'as un peu surpris sur ce C'est coup-là. Hein. t'es pris à Du coup, revers. mon médecin est un peu désespéré, il pensait me prescrire une nouvelle cure d'anxiolytique, tant pis pour lui. Mais en effet, oui, deux clubs qui sont un petit peu trop sous les radars à mon goût, au regard de leur performance, un en particulier, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on va parler des Bears de Chicago, des Panthers de Carolina. Il y a plein de choses à dire sur ces deux clubs qui suivent une courbe ascendante, chacun à leur manière. Et qui ont effectivement des particularités bien à elles, mais aussi des points communs, notamment je pense à leurs deux quarterbacks qui ont été respectivement premier choix de draft il y a 2 ans et 3 ans. C'est ça, je dis pas de bêtises. Mon cher Yaya est là aussi. Salut mon Yaya, comment ça va? Écoute, ça va bien. On va essayer de pas leur porter l'œil à ces deux franchises parce qu'on est un peu les spécialistes. Ça, de toute façon, vous savez que si on fait un podcast sur eux, vous êtes tranquille que la semaine suivante, les deux perdent. Ça, c'est à peu près. Je suis Oui, désolé d'avance pour les fans des Bears et les fans des Panthers. C'est vraiment pas de notre faute, on fait ce qu'on peut. oui, tout à fait. Bon, après, on sait très bien, on connaît la TPO curse, hein, donc C'est- on Ce verra bien. Il y a- qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des podcasts sur les Saints ou les Giants pour qu'ils perdent, tu vois, c'est ça qui est bien. Ah ben on en a fait et enfin sur les Giants ils ont perdu. On en a fait deux. Pam, pam. Voilà. Ah, quoique non, Oui, changement de enfin, quarterback ça a gagné derrière. Bon bah tu vois. Oui, mais donc, ça, peut-être faut-il en faire un par semaine. Il y a peut-être Oui, un filon à creuser. oui, tout à fait, tout à fait. ça, c'était le bon temps, Yaya. C'était l'époque où vous étiez heureux. C'était l'époque où il y Alors, avait un quarterback. la dernière fois qu'on a été heureux, ça repousse un peu. Ouais, ça Voilà. remonte un peu, c'est vrai. D'ailleurs, petit spoiler, mais je vous invite à lire The Playoff ce jeudi. Allez, quand est-ce que je vais publier ça? Peut-être début d'après-midi. Jeudi en début d'après-midi, il y aura un petit article sur les Giants. Vous allez voir qu'ils sont en passe de réaliser quelque chose d'assez exceptionnel, mais je ne vous en dis pas plus. Quelque chose très rare dans l'histoire des Giants, très très rare. Mais Et nous d'ailleurs, n'en nous juste une chose, j'ai vu sur les réseaux sociaux notre grand chef à nous, le prospect des on prend Sea Schtroumpf. Devils de La Rochelle, qui militait pour le retour d'Odell Beckham Jr. au budget. Donc, tu vois comme quoi, Les même chez gars, les fans, il n'y a plus rien. les gars, Voilà. vous êtes désespérés. Vous êtes désespérés pour demander ça. Moi, je suis triste pour vous, honnêtement. Mais alors, c'est le grand chef, hein, c'est celui qui signe les chèques. Hein, donc, C'est pour ça que moi j'ai rien dit. Voilà. voilà. Mais non, alors, Parce que bon, comme il signe que le mien, Voilà, j'allais dire, moi, des chèques, j'en ai pas vu des masses. Hein, mais donc, bon. Je sais pas toi, oui, Yaya, alors, mais il va falloir qu'on discute. Il va falloir qu'on discute. alors, Il y a un truc pas normal, là. Il y a un truc il y a pas des normal. un rumeurs. truc que je sais pas. Il y a des rumeurs comme quoi toi, ce serait des valises, voire des virements sur des comptes offshore dans les îles Caïmans. Mais bon, ça, Eh ben, c'est du joli.
C'est Voilà. quasiment la même C'est chose. quasiment la même chose. Voilà. Exactement. En parlant d'alligator. En parlant d'alligator, les Saints débarquent en France. Non, blague mise à part, nous allons parler des Panthers de Caroline et des Bears de Chicago, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là quand même. On fera un petit point sur la NFL en France en toute fin d'émission. Et alors, surtout, jeudi soir, 21h30, il y a un live que l'on va faire. Je serai avec Steph, je serai avec Bertrand aussi. Et on va parler évidemment de l'arrivée de la NFL en France. On parlera peut-être, si vous le voulez, de Justin Fields, de Shedeur Sanders, de bref, toute l'actualité de cette semaine en NFL. On va essayer de débriefer tout ça. Ce sera dans le live de jeudi soir sur Twitch et sur YouTube. On commence par les Panthers. On va du côté de la Caroline du Nord, au Sweet Caroline. Nous voilà qui débarquons avec un bilan de 6 victoires, 5 défaites pour les Carolina Panthers depuis le début de la saison. On savait que c'était une division qui était pas forcément la plus relevée, que c'était une division qui était quand même ouverte. Mais force est de constater, mon Seb, que ces Panthers sont quand même diablement surprenants. Une courbe ascendante, comme je le disais tout à l'heure. Leur bilan actuel, il est de 6-5. Ils sont deuxième NFC Sud. Je crois qu'ils ont le même nombre de victoires que Tampa, Oui, que d'ailleurs. les Voilà. Buccaneers, ouais. Mais qu'il y a un match de différence ou un match et demi. Ils ont un match en Voilà, plus. ils ont un match en plus, c'est ça. Ils n'ont Voilà. pas eu de bye week. Carolina n'a pas encore eu sa bye week. Et effectivement, la NFC South, elle semblait, alors en effet, peu relevée, comme tu le disais, mais en tout cas promise aux Buccaneers. Et là, leur position est quand même compromise à ce moment-là du championnat par ces Panthers qui sont très clairement sur leur talon. Et je disais, courbe ascendante, nette progression par rapport à 2023. On rappelle qu'il y a 2 saisons, ils finissaient avec un bilan de 2-15. Et en 2024, 5-12. Ils ont eu quelques victoires convaincantes cette saison contre Dallas 30-27, contre Green Bay 16-13, mais ils sont encore un petit peu légers face aux grosses écuries. Ils ont notamment perdu 40-9 contre Buffalo et 42-13 contre les New England Patriots. Alors, il y a quand même des raisons pour lesquelles ils sont là. Si tu le permets, je vais survoler un petit peu cet aspect-là. Ils ont une attaque qui a ses bons moments, mais qui est un peu trop dépendante des bons moments de Bryce Young. Elle est souvent bridée par une ligne offensive fragile. C'est une attaque qui se place 28e en scoring, elle est 27e à la passe et 9e au sol. Ils ont un calendrier qui est quand même exigeant parce qu'ils ont quelques adversaires solides. Je parlais de Buffalo ou de New England. Et ils ont une défense qui est combative, même si elle est parfois un petit peu dépassée. La grosse différence par rapport aux saisons précédentes, c'est que les matchs, alors je mets des guillemets à ce que je dis, mais les matchs faciles semblent effectivement à leur portée, ce qui n'était pas quelque chose d'acquis il y a 2 ans et même la saison passée. Et donc, ils peuvent parfois créer la surprise. Il manque quand même encore un peu de régularité, 3 défaites de suite entre les semaines 5 et 7. Donc, courbe ascendante, en tête de leur division, mais l'ensemble est encore un petit peu fragile. Sur ce que tu disais sur les matchs à leur portée, leur seule grosse erreur en gros de la saison pour l'instant, c'est la défaite contre les Saints. Oui. Bon, ça reste un duel de division, donc on sait que ça peut être toujours sujet à surprise. On l'a vu la semaine dernière avec les Titans contre les Texans qui ont été au coude à coude pendant très longtemps aussi. Voilà, on sait que les matchs de division c'est particulier. Les Saints ont gagné en Caroline du Nord, mais c'est vrai que c'est un peu le seul accro dans le plan de ces Panthers, parce que s'il n'y avait pas eu cet accro-là, bah aujourd'hui, ils seraient en tête de la NFC Sud, tout simplement. Et c'est quand même pas rien. Mon Yaya, il y a Seb qui parlait d'une courbe ascendante, mais en fait, faut se rappeler que cette courbe, elle n'a pas commencé en ce début de saison, elle a commencé déjà à la fin de la saison dernière. Tout à fait. Le turning point, c'était l'année dernière, il y a eu avait très mal commencé. Il y avait eu beaucoup d'espoir pour la saison 2 de Bryce Young qu'on souhaitait du côté de la Caroline du Nord l'avènement de Bryce Young et surtout avec l'arrivée de Dave Canales, le coach, en se disant va y avoir quelque chose. Au bout de 2 semaines, ça patinait et du coup, pour protéger Bryce Young, Andy Dalton est arrivé. Andy Dalton. Tagada, voilà le Dalton.
Exactement. Et vu que ça tourne, il y avait un peu mieux, on pensait qu'Andy Dalton allait rester là. Mais il a eu un accident de voiture et je crois que c'est pour le voyage à Munich face aux Giants, eh ben, ils ont commencé à se relancer. Et on a vu que c'était une équipe qui ne lâchait pas son quarterback, son jeune quarterback, et qui était à fond derrière, et notamment avec Adam Thielen, qui était en chef de meute du côté du vestiaire. On a vu des choses petit à petit, et cette année, j'ai l'impression que c'est vraiment la continuité. Alors oui, vous avez parlé des défaites un peu surprises. Moi, je pense qu'il y a surtout les deux premiers, également une des deux premières, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé à 0-2 contre les Jags, contre les Jaguars, et quand on voit ce que ça fait maintenant, et les Cardinals avec Kyler Murray, et ils perdent que de 5 points. Mais derrière, un 30-0 aux Falcons, effectivement, perdent contre les Patriots, mais les Dolphins, les Cowboys, les Jets qui gagnent, et après, défaite contre les Bills, les Packers, et après les Saints, on en a reparlé. Mais ils font le sweep contre les Falcons. Oui, c'est une équipe qui monte. Est-ce que ça va pouvoir durer? Quand on voit le reste du calendrier, on va en parler à la toute fin du calendrier, mais oui, effectivement, on va voir que ça risque de piquer chez les Panthers. Oui, mais j'ai envie de te dire, c'est pas très grave, parce que est-ce que c'était l'année pour aller prendre un spot en playoff? Ça aurait été la bonne surprise. L'objectif, c'était de poser les bases d'une équipe solide. Maintenant, on sait, même si c'est pas le meilleur des quarterbacks, tu as un quarterback qui est solide, qui est Bryce Young. Tu sais maintenant ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de ne pas faire. On a un running back, Rico Dowdle, qui est la bonne surprise, qui est sur 5 yards par portée en moyenne. Ça veut dire, comme dirait notre ami Vincent, que l'on salue, avec 2 courses, il a le first down. Donc, très belle imitation de Vincent. Il manquait le foot job, mais sinon c'était une très belle imitation. Voilà. Et puis tu rajoutes 5 touchdowns. Voilà. Et notamment le match qu'il fait contre son ancienne équipe, contre Dallas, qui est vraiment un turning point de la saison. C'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, ah ouais, c'est peut-être un peu sérieux, parce que même si c'est pas une grande équipe de Dallas, c'est quand même quelque chose de battre les Cowboys. Ouais, ce qui est, on va parler de Bryce Young juste après, mais ce qui est assez étonnant quand on s'attarde sur les statistiques de cette équipe des Panthers, j'ai presque envie de dire c'est une Pittsburgh Steelers de la NFC Sud, parce que au niveau de l'attaque en yard, c'est 22e. C'est la 22e équipe en yards gagnés. C'est seulement la 28e équipe en scoring offense. Et si tu prends la défense, c'est pareil. Ils sont 15e en yards concédés. Ils sont 16e contre la passe, 16e contre la course. Bref, ils sont 30e en sacs réalisés. Bref, tu te dis, tu vois, c'est pas une énorme attaque, c'est pas une énorme défense. Mais pourtant, ils arrivent quand même à mettre les pièces du bon côté pour réussir à gagner. Ils rentabilisent. Les deux, ils rentabilisent, c'est-à-dire que c'est presque tout l'un ou tout l'autre. C'est où il faut un drive pour marquer des points, ou alors il faut un free and out. Donc, et puis c'est ce que disait Seb, c'est qu'ils sont capables aussi de perdre énormément, de prendre 40 points par Buffalo. Tu as rappelé les scores tout à l'heure, Seb. 40 points contre Buffalo, 40 points contre les Patriots, mais d'aller gagner après 3 matchs de suite de 3-4 points, voilà. Donc forcément, statistiquement, si tu fais une moyenne, bon, c'est pas folichon. Et pourtant, au niveau du bilan, ça paye. Face aux Jets, ça a été une purge sans innommable, le match. Contre les Packers, c'était pas fou non plus. Oui, mais le Carolina Packers, il était pas non plus. Packers, tu voulais que l'on dise? Non, c'est le citron, les Packers. Donc on arrête avec le Panthers et les Packers, moi j'en peux plus. Le Panthers Packers.
Panthers Packers, il est quand même particulier. Voilà, c'était très Ouais, défensif, mais c'est c'était leur, très. mais c'est leur style en fait. Oui. Leur style, c'est de pourrir les matchs. Mmh. Quand tu... C'est quoi ton talent? Je pourris les matchs. Non, Mais non, mais je suis équipe. pas d'accord. Leur Oui. style, actuellement, avec les moyens dont ils disposent, c'est d'être résilient. C'est pas de Oui, pourrir les matchs. c'est Parce ce que que j'allais dire. l'exemple des Packers, il est particulièrement parlant, parce que le match, il est très disputé, il est en effet très défensif, et ça se joue comment? Ben, ça se joue sur un dernier drive, ça se joue sur une bonne course de Dowdle, pile au moment où il faut en fin de match, et ça les installe pour un field goal bien confort, et ils l'emportent. C'est pas pourrir les matchs, c'est-à-dire que dans ces matchs comme ça, même contre des équipes qui semblent a fortiori plus forts qu'eux, puisque je pense que sur le papier, Packers-Panthers, l'avantage va pourtant aux Packers, mais Il n'y en avait pas beaucoup qui donnaient les Panthers, voilà, c'est sûr. s'ils ont un score, s'ils ont une petite chance, c'est de la tenir jusqu'au bout, quitte à aller chercher la victoire avec les dents, et c'est ce qu'ils ont fait à ce moment-là, mais c'est pas pourrir un match, je suis pas d'accord. Ouais, mais en fait, moi, c'est dans le sens où tu prends pas d'éclat, et si tu prends pas d'éclat, tu restes au contact et sur un malentendu de faute et Oui, moins. mais C'est dans le sens c'est où. pas pourrir ça. C'est à l'extrême limite, c'est être opportuniste. Et encore, ça me fait mal de le dire. Je dis pas que les Panthers sont un club opportuniste, mais c'est pas pourrir un match, non. Ouais, mais regarde, quand tu fais un 13-6, excuse-moi, contre les Jets, bon, d'accord, c'est les Jets, mais quand même, un 13-6, quoi. Et puis, un 16-13 contre les Packers, tu Oui, vois. mais ça, C'est pas les grandes envolées. Il n'y a pas besoin que ce soit. C'est pas une équipe qui peut se permettre de faire des grandes envolées. D'où Voilà. est-ce que. Non, non. Ils ont pas le matos pour, Ils hein, n'ont pas de toute encore, façon, pas je suis encore le désolé. matériel Oui, pour. mais Hein. c'est dans ce sens où je dis Avec tout que je le dis. respect que j'ai pour leur escouade, par exemple, de receveurs, bah déjà, ils ont perdu Adam Thielen, qui était ces dernières années un petit peu le patron de vestiaire. Là, maintenant, il se repose sur Macmillan, qui est un rookie. Xavier Legette, qui est arrivé, si je dis pas de bêtises, c'était 2024, la draft 2024. C'était la draft de l'an dernier, il me Oui, semble. je crois. Enfin, de Oui, l'année, je crois voilà. que c'est ça. Rico Dowdle, il est arrivé cette année pour les running backs. Enfin bref, tu vois, c'est pas des gens qui jouent ensemble depuis non plus 8 ans. Il n'y a pas un grand nom avec tout le respect que j'ai pour Macmillan et pour les Gates, c'est pas non plus voilà, c'est pas Justin Jefferson ou Joe Burrow quoi, ou Jamar Chase, tu vois. C'est pas voilà. Mais ils font avec leurs armes. Oui, bon, Et il y a juste un truc, c'est qu'ils arrivent à avoir un bilan de 6-5 avec un ratio de turnover négatif de -4. oui, parce que ils sont. Ça, c'est un de leurs Moi, problèmes. ouais, la résilience, moi, c'est ce qui me vient. Et alors, le cas peut-être de résilience extrême, c'est ce que nous a montré Bryce Young dimanche dernier contre les Falcons. Il faut quand même rappeler un petit peu l'historique de son match, un match qui est resté d'ailleurs dans les annales, hein, qui est déjà installé dans les annales de la franchise, puisqu'il a lancé 448 yards, record des Carolina Panthers de l'histoire. Il a effacé Cam Newton des tablettes des Panthers. Alors Yaya vous dirait oui, mais un record des Panthers, ça vaut pas grand-chose. Mais n'empêche que J'ai rien dit. non, mais je te voyais déjà venir. Mon Seb, on l'a vu venir à des kilomètres. Oui, j'ai entendu le penser. Que nenni. Enfin, bon. Mais que nenni. Mais alors là, c'est un procès d'intention. Tu l'as dit la semaine dernière. D'accord. Tu as dit la semaine dernière que les records de certaines franchises, ça valait rien. Ah, mais j'ai pas forcément dit les Panthers. D'accord. Donc celui de Bryce Young, c'est bon. Non, c'est de la merde. Voilà. Bon. Mais pourquoi Donc, on débat de ce point-là? On je sais sait pas. qu'il va dire, on sait qu'il le pense. Pourquoi est-ce qu'on en débat, quoi? Parce que Cory, Je perds d'énergie. il m'a appelé, il est triste, il a son petit calepin, il a plus laissé de la merde à noter, donc voilà, maintenant c'est fait. Donc 400. Non, je dis pas que c'est de la merde. Là, je l'ai dit une fois, mais c'était juste pour plaisanter, pour faire une dédicace à un vieil épisode. Mais je dis plutôt que ça sert à rien. C'est des franchises qui servent à rien. Voilà. Bon, 400. Donc voilà. Mais j'ai fait 448 yards, 3 touchdowns, aucune interception, et surtout le plus fort, au-delà de ces statistiques intéressantes, c'est qu'il a été
blessé au début du match. Tout début de match, il est blessé, il sort, il refuse d'être transporté par la voiturette médicale. Je ne sais pas si vous avez lu cette interview, mais en fait, il a demandé à ne pas l'être parce qu'il pensait que ça allait mettre trop de temps. Du coup, qu'il n'allait pas être revenu à temps pour le drive suivant. Donc, il a préféré courir jusqu'au vestiaire. Il a été analysé, on lui a dit c'est bon, tu peux repartir, et il est reparti. Il n'a raté aucun jeu au final puisqu'il est revenu au début du drive offensif suivant. C'est vraiment, pour le coup, le symbole même de la résilience des Panthers de cette année. Et derrière, il balance 448 yards et il gagne en prolongation à Atlanta. Oui, non, mais c'est l'air d'être un bon cas. Et en plus, toi, t'aimes les QB d'Alabama, toi. Oh oui, bon, Jalen Hurts, oui, j'ai un petit. Juste une chose, moi, j'attends de voir la suite des carrières parce qu'il a toujours été mis en opposition parce que pendant son année rookie, il y avait CJ Stroud qui était mis en avant en disant oui, les Panthers, machin, et on va voir ce que ça va donner les deux au final. Parce que du côté de oui, je vois ce que tu veux dire. Du côté de Houston, tu vois. Oui, on disait Carolina, ils ont peut-être pas pris le bon QB à la draft alors qu'ils avaient le first pick. Ils avaient le choix entre Young et Stroud. Stroud, ça fonctionne dès la première année. Young, ça marche pas du tout. Bon, là, effectivement, les deux courbes sont peut-être en train de se croiser et de s'équilibrer. Bon, Stroud, il a certaines circonstances atténuantes. Pardon. Il faut pas l'oublier. Et puis, c'est pas le sujet. Mais Young aussi. Pardon. Young aussi, bien sûr. Je n'ai pas dit le contraire. Mais le fait qu'il n'ait pas connu la même année 1 et que maintenant on voit en quelque sorte les parcours s'équilibrer pour tous les deux à l'année 3, c'est intéressant. Et effectivement, comme le dit Yaya, il faudra voir comment se déroule la suite de la carrière. Après, ils n'ont pas la main sur tout, mais deux trajectoires intéressantes déjà. On lui a pas donné les mêmes armes. Mais complètement, il n'est pas arrivé dans le même contexte. Et ça a été. Est-ce que ce serait pas l'archétype même de ma fameuse théorie du quarterback asperge qui met 3 ans à pousser? Alors, est-ce qu'on serait pas là sur le quarterback asperge mais j'ai envie de dire le type, tu vois, le mec, le cas d'école du quarterback asperge. Je ne pense pas. Plus exactement, je pense que Bryce Young a encore de la marge de progression. Il est loin d'être à maturité. En particulier, si on l'entoure un peu mieux, je pense à sa ligne offensive en particulier, parce qu'il y a quelques problèmes là-dessus. Ça, s'il arrive à limiter ses pertes de balles, parce que c'est encore un petit problème pour lui, les interceptions, même si c'est moins dramatique que l'année suivante, parce qu'au niveau des skills players, il y a déjà justement un socle de joueurs qui se met en place, comme tu le disais, Flav, avec McMillian, avec Leggett, avec Rico Dowdle s'ils choisissent de le prolonger. Là, tu as déjà un petit socle de joueurs. Chuba Hubbard aussi. Chuba Hubbard, voilà, qui joue les seconds rôles maintenant, puisque Dowdle a un petit peu pris la place de RB1, mais qui ajoute toujours son aumône à l'escarcelle. Tu as déjà sur les postes de skills player un petit socle de joueurs, un noyau de joueurs qui se met en place. Donc si effectivement, et puis il faudra ensuite aussi voir s'ils peuvent stabiliser tout ce qui est coaching staff, parce que c'est toujours ennuyeux, surtout pour un quarterback en développement, s'il change de coordinateur offensif tous les ans ou tous les 2 ans. Il y a quelque chose qui se met en place, mais je doute qu'il soit arrivé à maturité. S'il est déjà à maturité, je serais plus inquiet que ça, quand même. Moi, il y a aussi une chose, c'est que pour l'entourer, ils sont obligés de passer par la draft, parce que qui veut aller en free agent du côté de Carolina, tu vois? Tu vois, si tu vas à Charlotte, c'est bien pour le NASCAR, il y a toutes les écuries de NASCAR, mais alors... un très beau speedway. Au-delà de ça, pour le moment, la franchise n'est pas suffisamment compétitive pour être séduisante. Mais en fait, ils ont soit ils surpayent du free agent. Ouais. On sait souvent ce que ça donne. Voilà. Soit t'es obligé de faire. Et on sait que les superstars, c'est très très rare que ça se trade. Ou alors,
ça coûte tellement cher, ça coûte des premiers tours de draft et tout ça, et tu es obligé de gagner rapidement. Soit tu fais all-in sur des free agents et il faut que tu gagnes tout de suite, soit tu passes par la draft et tu es patient. Parce que ça va peut-être pas payer dès la première année. La preuve, hein, on parle de ce cas-là depuis tout à l'heure, ça va peut-être pas payer dès la première année. Mais ils n'ont pas hésité. À trader pour avoir un first pick. Parce que avec l'autre équipe dont on en a parlé tout à l'heure, et je pense qu'on va en parler, pour récupérer Bryce Young. Parce qu'ils avaient besoin d'un quarterback. Ils ont vu quelque chose en Bryce Young. Voilà. Après, faut pas oublier que en général, quand tu es un first pick, tu arrives dans une équipe qui a le plus perdu l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe, ou défensif ou offensif. Mais donc on sait très bien que un quarterback premier choix, il se retrouve un peu, comme dirait un certain philosophe, en agneau sacrificiel. Du coup, t'as pas de ligne et c'est hyper compliqué. Tu peux pas téléphoner, donc, oui, il faut du temps. Exactement. C'est- Oui, ou tu peux aller à la pêche. Ah, Voilà. non, Et tu puis peux pas. c'est foutu pour le régime si t'as plus la ligne. Juste un petit mot parce que Seb m'avait fait une passe décisive, mais bon, Banane. comme Yaya a rajouté des phrases, du coup c'était bien loin. Tu parlais tout à l'heure du coaching staff, mon cher Seb. Un petit mot sur Dave Canales quand même, le coach des Panthers. Pour ceux qui connaissent pas son parcours, hein, c'est un coach qui a 40, la quarantaine, 44 ans, 40, quelque chose comme ça, 43, 44, qui a passé très très longtemps chez les Seahawks de Seattle. Ouais. Il a été plus de 10 ans chez les Seahawks. Il a fait des postes notamment de position. Il était entraîneur des receveurs, il a été entraîneur des quarterbacks, il a été coordinateur du jeu de passe du côté des Seahawks. Bref, il a fait vraiment tous les trucs de position au niveau offensif. Il est devenu ensuite coordinateur offensif des Tampa Bay Buccaneers pendant la saison 2023 et 2024. Il a eu son premier poste de head coach. On en reparlera tout à l'heure avec Ben Johnson du côté des Bears, mais c'est quand même un des exemples de coordinateur offensif qui est passé rapidement au head coaching et pour qui ça semble plutôt pas mal réussir. Jusqu'ici, ça lui réussit bien. Faut pas oublier aussi qu'il a pris, il a pris en charge une équipe qui était très mal en point, hein, un bilan de 2-15 comme je le disais plus tôt, et une attaque et une défense qui squattaient le fond de la ligue. Et puis un QB rookie qui était complètement en perdition lors de sa première année, à moins de 3 milliards de lancés, 11 touchdowns, 10 interceptions. Et le fait qu'il ait cette fibre de coach offensif, comme tu l'as dit, il est passé par beaucoup de postes sur le côté offensif du jeu à Seattle. C'est ce qui lui a permis déjà d'accorder sa confiance à Bryce Young, de ne pas le lâcher et de redonner confiance à Bryce Young également, en le mettant notamment sur la touche, comme Yaya l'a raconté un petit peu plus tôt lors du podcast, et pour voir que finalement, lorsqu'il sera retitularisé de façon anticipée, hein, puisque ça se fait à la faveur d'un accident en effet de d'Andy Dalton, mais que ce temps de recul lui a permis de gagner en maturité, certainement d'observer, d'apprendre et de précisément prendre du recul sur ce qui lui arrivait, parce que il était très clair, alors lors de sa première saison et plus encore lors des 2 premiers matchs de la saison de 2024, que Bryce Young, il était complètement en état de panique lors des phases de jeu sur le terrain et qu'il était dépassé par ce qui se passait. Et justement, le laisser titulaire à ce moment-là ne lui aurait certainement pas rendu service pour les matchs, et encore plus pour les années à venir. Ça aurait été le meilleur moyen de cramer littéralement sa carrière. Donc, le changement, quand Bryce Young sera retitularisé, statistiquement, il ne sera pas flagrant, mais il commencera à gagner des matchs, il semblera bien plus confiant, et c'est ça qui sera la vraie différence. Je pense qu'il y a un vrai lien de confiance qui s'est tissé entre Dave Canales et Bryce Young, et que le vrai tissu du club et le vrai facteur de renouveau, il se trouve là. Oui, rien à ajouter, moi, Yaya.
9 lettres, policier. Très bien, merci. Juste un petit mot avant qu'on passe aux Bears sur le calendrier, parce qu'on en a parlé, on l'a esquissé tout à l'heure, mais il est salé. Hein. Il est Là, salé. ça va faire mal. Oh, joli jeu de mots, joli. De quoi puisque il y a Robert, la semaine prochaine, il y a Robert Salé. Voilà pourquoi. Voilà. Non, c'est vrai que là, pour eux, malheureusement, le calendrier, il est costaud. Il faut aller à San Francisco, il faut recevoir les Rams. Ensuite, ce sera la bye week. Il faut aller à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Ça, c'est peut-être le plus dur dans le calendrier. Alors, ça, c'est. Ouais. Disons que non, je pense que c'est la bye week. Gagner au Superdome, ça reste quelque chose quand même à faire. Il faut recevoir Tampa Bay. Chez eux. Il faut recevoir Tampa Bay qui aura le couteau entre les dents. Il faut recevoir Seattle qui aura le couteau entre les dents. Et il faudra retourner à Tampa Bay qui aura sûrement le couteau entre les dents. Et là, vraiment, waouh, le dernier virage, il est sévère pour eux. Et attention parce qu'il y a des tornades le 4 janvier prévu en Floride à Tampa Bay. Donc faut quand même se méfier. Non mais alors par contre, quelque chose qui peut être, on sait jamais. Et admettons ils battent les 49ers. Bon, admettons ils battent les Saints. Bon, les Rams, bon ça voilà, la marche est peut-être un peu haute, mais bon. Tu te dis que si ça se trouve, ils vont arriver, parce que les Buccaneers, faut rappeler que cette semaine, les Buccaneers, ils ont un match difficile. C'est les Rams, justement. Ils jouent contre les Rams, les Buccaneers. C'est les Rams. Ils peuvent arriver dans les 3 derniers matchs en position de contender pour le titre de NFC Sud encore, tu vois. Ça peut ne pas être joué encore. Mais ça va se jouer sur et ça peut se jouer dans la confrontation directe avec Tampa Bay. Hein. Ça peut. Après, à mon sens, Tampa a un calendrier un plus peu facile. moins compliqué. Ouais. Voilà, il y a les Rams cette semaine. Après, ils reçoivent Arizona, ils reçoivent les Saints, ils reçoivent les Falcons. Ils vont à Carolina. Les Falcons, ils vont à Miami. Et ils reçoivent les Panthers encore. C'est pas. Je serais plus serein envers Tampa là sur la foi du calendrier, malheureusement qu'envers Carolina. Je pense que le plus important pour les Panthers au moment où ils en sont de leur reconstruction, on va dire, c'est d'éviter l'effondrement dans ce dernier virage. Tu vois, ce serait vraiment dommage de se prendre 5 défaites d'affilée à ce moment-là. Parce que ça laisserait une très mauvaise impression malgré les progrès de la saison. On voit que des fois on a tendance à galvauder aussi les fins de saison en disant c'est bon, il n'y a plus rien à jouer, mais les Panthers l'ont prouvé l'an dernier, ça peut lancer une dynamique aussi pour l'intersaison et pour la saison suivante. Juste un petit point sur leur salary cap aux Panthers, ils ont encore 17 millions de disponibles sur cette année, et sur les projections de l'année prochaine ils seraient à 30 millions grosso modo de disponibles pour leur cap space, qui leur laisse largement de quoi se renforcer. Et on l'a dit, en plus, c'est une équipe qui est relativement jeune, que ce soit Bryce Young, que ce soit Macmillan, que ce soit Leggett, tout ça, c'est encore des gens qui sont sous contrat rookie. Donc, sous contrat, sous contrat rookie. Mais attends, donc, il faut qu'ils gardent du disponible pour signer Bryce Young. C'est ce que je suis en train de penser, parce que la question va se poser. Parce que et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est un petit marché, personne ne veut y aller. Ou alors, il faut être hyper malin à trouver quelqu'un à relancer. Mais là, comme ça, tu vois, j'ai pas d'idée, tu vois. Tu vois, typiquement, t'as pas d'idée. Oui, mais tu vois, typiquement, un gars comme Cooper Kupp, plutôt que d'aller au Seahawks, il allait là. Il aurait fait du bien, tu vois, comme Adam Thielen quand il est arrivé. Un gars avec un peu d'expérience qui est prêt à prendre le vestiaire, à dominer le vestiaire. Le souci reste le même, c'est la compétitivité du club. Et au moment de signer la saison dernière, Seattle, tu dis qu'il y a un petit peu plus de chances pour que ça accède aux playoffs, que ça fasse voire que ça prenne la division. Plutôt que Carolina, que tu vois pas du tout à ce niveau-là en termes de bilan à ce moment-là de la saison. Oui, mais alors moi je parle pas de, c'est le type Cooper Kupp, tu vois ce que. D'accord, ok. C'est pas l'année dernière, mais tu vois, c'est ce joueur qu'il va falloir essayer de trouver, que le front office va devoir essayer de trouver, et puis surtout c'est trouver des linemen.
Et Là, si tu cherches des playmakers niveau receveur pour l'an prochain, sur les gros free agents de l'an prochain, t'as du Mike Evans, mais je le vois pas aller chez les Panthers. T'as Christian Kirk, t'as Deebo Samuel. Ensuite, c'est quoi? C'est Alan Lazard, Jacoby Meyers, Tutu Atwell, Dwayne Brown. C'est pas non plus, tu vois, des trucs. c'est pas des joueurs c'est des joueurs qui vont te Il y a coûter Adam cher, mais Thielen. qui vont pas. Ouais, mais s'il revient. a demandé à partir. Ouais, mais il a demandé à partir pour. DeAndre Hopkins. Non, mais quoi il te fera pas changer de dimension. Ah bah, de toute façon, là, des mecs qui te font changer de dimension, à part Mike Evans, il n'y en a pas 150. Et je pense pas que Mike Evans aille chez un rival de division. Donc... Et Mike Evans, dans quel état il a le genou dans la boîte à gants, oui, donc bon, c'est pas pratique. voilà. Donc voilà. Bon, enfin bon. En tout cas, chez les Panthers, ça a l'air de plutôt bien se goupiller. Si vous êtes fan des Carolina Panthers, si vous voulez le devenir, on sait jamais. Si vous aimez les Carolina Panthers, je vous recommande le podcast de Panthers France qui s'appelle le Poundcast d'ailleurs, qui est là pour vous parler de toute l'actualité des Panthers de Caroline. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Tant qu'on a parlé d'émissions et de podcasts, je vous invite aussi à aller écouter sur YouTube la nouvelle émission de notre ami Wake, ça s'appelle Prime Time. C'est fait avec Dan, et donc c'est une fois par mois sur YouTube que Wake et Dan décryptent un petit peu l'ensemble de l'actualité NFL. Le premier numéro est sorti ce mardi, et voilà, on salue notre ami, notre copain Wake. On passe aux Bears, les amis. Les Bears de Chicago. Nous voilà partis dans l'Illinois. Allons dans l'Illinois tous ensemble. En plus, en cette période de Noël, Chicago est à l'honneur puisqu'il y a beaucoup de films de Noël où on parle de Chicago. Les Bears de Chicago. La service de Bears aussi, précisément, voilà, qui se passe à Chicago. Oui, il y a plein de choses qui se passent à Chicago. Bref. Du vent. Et pas de tornade. Et vous savez ce qui se passe à Chicago? Il se passe qu'il y a une équipe qui semble complètement transformée depuis quelques semaines. Parce que les Bears de Chicago, depuis plusieurs années, ils s'étaient fait pour spécialité de perdre des matchs imperdables, de perdre parfois dans des conditions pas possibles, d'avoir toujours un field goal contre eux à la dernière seconde, de taper les poteaux quand ils pouvaient gagner et quand le field goal semblait immanquable. Bref, c'était les Bears de Chicago, comme dirait Yaya, une équipe qui sert probablement à rien. Et pourtant, je les aime bien. Et pourtant, les Bears de Chicago sont aujourd'hui, tenez-vous bien, messieurs, dames, à 7 victoires et 3 défaites, en tête de la division NFC Nord, devant les Packers de Green Bay, devant les Detroit Lions, qui n'est quand même pas rien. On les mettait pas forcément à ce moment-là, au bout de 10 matchs, dans cette position-là. Seb, révèle-nous tous les secrets de ces Chicago Bears. Comment en sont-ils arrivés là? Alors déjà, tu m'aurais dit au début de la saison que Chicago allait être 7-3 à la 11e journée et en tête de la NFC Nord avec Green Bay et Détroit en train de se bagarrer derrière pour essayer de ramasser les miettes. J'aurais cru que tu étais fou. Alors, je ne me souviens plus de ma prédiction qu'on avait faite, mais je suis à peu près certain que Chicago, je les avais mis au mieux 3e et bien décroché, au pire 4e et bien décroché de la division. Donc, il n'y a pas grand monde, à mon humble avis, qui l'a vu venir, celle-là, surtout après une saison 5-12 en 2024. On parle de courbe ascendante, celle-là, elle est très belle. Alors, les facteurs, bien sûr, il y en a plusieurs. D'abord, l'arrivée de Caleb Williams. On est obligé de parler de l'éléphant dans la salle, comme disent nos amis américains. 59,7%, 2329 yards, 13 touchdowns, 4 interceptions jusqu'ici. Il a ajouté 272 yards et 3 touchdowns au sol. Décrié sur certains points, il y a des raisons pour cela, on y reviendra sans doute un petit peu plus tard, mais force est de constater que cette saison, il réussit à s'affirmer à son poste. Il y a eu également un très bon recrutement offensif. On parlait de Caleb Williams, mais Rome Odunze, le receveur avec 600 yards et 6 touchdowns, et également le rookie Luther Burden III, qui commence à se faire une place avec 249 yards et un touchdown, qui montre de bonnes dispositions. Il y a aussi DeAndre Swift au sol qui reste très solide, 634 yards,
4,7 yards par portée. Il y a également un très bon travail au sol du tackle Théo Benedette qui a été titularisé à droite en week 4 et qui a été ensuite glissé à gauche lors du retour du titulaire. Et puis il y a une défense qui est... Alors, je te coupe juste, Seb. Je vais rajouter Colston Loveland aussi dans le package offensif, qui lui aussi. Alors, notamment, il y a eu ce match face aux Bengals où il a marqué ce touchdown à la toute dernière seconde. Mais il y a eu vraiment Colston Loveland qui prend de plus en plus de place dans cette attaque aussi des Bears. Et moi, j'ai une chose à rajouter, c'est que avec 4,7 yards par portée, et ben on a presque un first down. Il va nous la faire à chaque. Il va nous la faire à chaque fois. Si j'en annonce un avec 2 yards de portée, il dira en 5 courses, il fait un first down. Voilà. Non, il dira c'est une bonne moyenne. Hein. C'est comme Josh Jacobs. C'est une bonne moyenne. C'est une moyenne intéressante. Oui, c'est une moyenne intéressante. C'est un match intéressant. Alors, donc tu voulais ajouter quelque chose, mais je n'ai pas fini. Hein, voilà. Vas-y, je te redonne et un mot sur la défense qui est beaucoup plus disciplinée que la saison passée, qui est capable de tenir des matchs serrés, victoire 25-24 contre Washington, par exemple. Elle prend beaucoup de points. Elle est 26e de la Ligue en scolaire. Elle prend beaucoup de yards. Elle est 23e à la passe, 25e au sol. Mais, notamment, ils encaissent beaucoup de points contre Détroit et Cincinnati. Mais 5 de leurs victoires sont par 5 points ou moins. Et la force de cette défense, c'est les prises de balles, les takeaways. Ils sont leaders en interception par match et 3e en fumble recouvert de la ligue. D'ailleurs, tu connais très bien leur coordinateur défensif, Flav, n'est-ce pas? C'est Denis Allen qui drive cette défense. Donc c'est paradoxal parce que statistiquement, dans les dans les points et les yards encaissés, ils sont très très loin, mais c'est une défense qui malgré tout arrive à tenir ses résultats. Défense clutch. Mais en fait, le truc c'est que ils arrivent à générer des turnovers. Oui. Donc ils plient, mais il faut un turnover. Donc du coup, les attaques sont dans le vent puisqu'ils n'arrivent pas à marquer de points puisqu'ils perdent la balle. Ils sont à 16 turnovers, je crois, déjà de prix. C'est quand même pas piqué des hannetons. Après, c'est une franchise qui historiquement c'est basé beaucoup sur la défense. Et c'est vrai que l'avoir, encore une fois, tu l'as dit, statistiquement, c'est assez loin au niveau des yards, au niveau des points encaissés. La moyenne elle est clairement pas bonne. Hein. Ils sont dans le bottom 5, à la rigueur dans les 10 derniers de pas mal de catégories statistiques. Mais c'est vrai que ces actions, ces coups d'éclat, si j'ose dire, font que en fait, ça en fait une défense qui est redoutable parce qu'en une, voilà, t'as Kevin Bayard notamment en une action, 5 interceptions. Déjà. Et qui en une action peut en plus te repartir en pick six. Donc en fait, ils ont concédé 90 yards, mais au final, c'est eux qui marquent 6 pour 1. Et puis t'as Montez Sweat. Montels, pardon. Tout le monde avait levé un sourcil quand ils avaient tradé en milieu de saison pour le faire venir depuis Washington. Eh ben, il s'acclimate plutôt bien au vent de l'Illinois, quoi, tu vois. Il est à 5,5 sacs, et plus 10 QB hits. Donc, si tu veux, en termes de pression, mettre aussi à la décharge du classement de la défense, ils ont 2 matchs où ils se font exploser. Ils prennent 52 points contre Détroit et 42 contre Cincinnati. Quand tu prends quasiment 100 points en 2 matchs, ça te fait plonger au classement. Hein. Oui. Oui, ça c'est très net. Et puis quand tu vois c'est encore un peu comme Carolina, c'est une franchise qui commence à 0-2. Oui. Donc ils commencent à 0-2 et regarde la dynamique sur laquelle depuis ils ont perdu contre les Ravens, c'est tout. Mais depuis ils ont gagné tous leurs matchs. Voilà. Ils prennent une bran-bran contre les Lions, mais derrière ils battent les Cowboys, les Raiders ils gagnent juste, mais ils gagnent. Les Commanders pareil. Les Saints, c'est un match qu'ils doivent gagner, ils le gagnent. Les Bengals, c'était un shutout. Ils battent les Giants, pareil, à la... De justesse. Oui, mais
à la Bears, quoi, tu vois. Ils font des oui. comebacks. On parlait de résilience sur les Panthers, c'est pareil. C'est l'équipe qui ne lâche pas. Donc ça veut dire qu'ils vont faire ils vont faire le turnover qu'il faut et derrière, boum, ils vont aller marquer le truc qu'il faut. Et là, Alors, les Panthers, ils pourrissent les matchs, mais les Bears, ils sont résilients. Dites donc, monsieur Yaya, c'est pas très joli, ce parti pris anti-Panthers. Alors, non, c'est pas ça, c'est que, tu vois, eux, par exemple, contre les Bengals, ils n'ont pas hésité à partir sur un shutout. Et ils ont tenu le rythme et ils sont passés devant. Tu vois Il y a eu un Panthers Giants cette saison? Je crois pas. Non, quand même pas. Non, parce que vous avez joué les Saints, alors je me suis dit peut-être que vous aviez croisé. Il y en a eu un la saison dernière. Ah ouais. Non, parce que je me suis dit, ça se trouve, il s'est passé un truc, Bryce Young, il a fait un truc chez les Giants et ça lui aura pas plu, tu vois, ou un truc comme ça. Peut-être une affaire comme ça, quoi. Non, mais une affaire louche. il marque plus de points quand même que les Panthers, hein, tu vois. Ou alors que t'aimes pas les chatons. Alors oui, je suis allergique aux poils de chat. Oui, tout à fait. Ben voilà, c'est ça, alors qu'il est pas allergique aux poils d'ours. Et voilà. Et après, tu vois, en plus, tu vois, avec la peau d'ours, je peux faire un chapeau comme David Croquette. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que certains nous ont promis de venir avec un chapeau d'ours si les Bears commençaient à être performants. Que notre ami French Bear 69 sur Twitter se rappelle de cela. Devant la cheminée, je lui rappellerai. De Bates. Je lui rappellerai. En plus, il avait voulu venir avec nous ce soir, mais il n'était pas disponible. Mais je l'ai invité à venir pour le Black Friday game, du coup, entre les Bears et les Eagles, à venir dire un petit mot sur. Et on pense à lui parce que quand il était venu avec nous, il était déprimé, le pauvre. Il était déprimé, il était pas bien. Mais alors, je vous ai donné toutes les coulisses. Quand je lui ai demandé s'il pouvait venir dans le podcast, il m'a dit, en tout cas, ça me fait plaisir que vous en parliez. Ça veut dire que il commence à y avoir un peu de hype sur les Chicago Bears. On revient à la mode. C'est déjà le bon côté. Les Bears reviennent à la mode. Alors, on a parlé de la défense qui statistiquement n'était pas forcément en forme. Par contre, comme tu l'as dit, Seb, l'attaque, 4e meilleure attaque en nombre de yards gagnés, 2e meilleure à la course, cette attaque des Bears. Bon, j'ai envie de poser une seule question, mon Seb. Est-ce que c'est l'effet Ben Johnson ? Écoute, la question est posée et je pense qu'on ne peut pas décorréler ce succès de l'arrivée de Ben Johnson. Il prend le poste cette saison, il arrive auréolé de ses exploits de coordinateur offensif à Détroit où il avait façonné une attaque quasi inarrêtable la saison dernière. Arrêté au premier tour de playoff. Arrêté au premier tour de playoff, mais regarde un peu les stats sur la saison, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et avec un jeu de course qui était extrêmement performant, avec Jahmyr Gibbs, avec Montgomery, avec tout ça. Un running back à plus de milliards, de l'autre qui a quasiment 800 si ma mémoire est bonne. Ça envoyait quand même du bois. Donc Johnson, ça s'est vu très clairement. Il a modernisé le playbook de Chicago avec un jeu nettement moins standardisé que ce que l'on a pu voir la saison dernière. Il est en train de commencer à vraiment exploiter les qualités de Caleb Williams en lui donnant des passes rapides, en lui donnant des passes en mouvement. Parce que il prend moins de sacs, Caleb Williams. Il prend moins de sacs parce qu'on lui donne de meilleurs lancers, tout simplement, parce qu'on lui donne des passes plus faciles et qu'on arrive à exploiter sa capacité à sortir de la poche tout en lui donnant des passes faciles. Et c'est pour ça que ça fonctionne. D'ailleurs, les quelques fois où la saison dernière, Chicago a réussi à le faire, on a clairement vu la différence dans le jeu de Caleb Williams et dans la qualité de son rendement. Bilan, ça a redonné confiance à cette attaque, parce que malgré ce qu'on a dit, ils ont quand même inscrit plus de 30 points à 2 reprises contre Dallas et Cincinnati cette saison. Et puis, il a imposé une culture de la rigueur avec une équipe qui peut gagner, comme Yaya l'a souligné tout à l'heure, qui peut gagner les matchs serrés, ce qui n'était absolument pas le cas en 2024, comme tu le disais Flav, puisqu'il perdait tous les matchs qu'il devait gagner. On se rappelle de cette magnifique Hail Mary de Jaden Daniels contre Chicago. Oh là, ouais. C'était eux. Incroyable. Avec option chambrage du public juste avant et on fait par le defensive back qui se prend la Hail Mary tout de Monsieur suite. Simon Biles, d'ailleurs. C'est le mari de Simon Biles. Oui, tout à fait. Oui.
C'est l'époux de Ouais. Simon Biles. Et c'est lui qui prend la Marie sur le coin du bec le jeu d'après. Et Non, le même jeu. donc oui, enfin après avoir chambré sur le même jeu. Donc ils gagnent leur match serré, donc ce qui n'était pas le cas en 2024. Ils commettent très peu de pertes de balles. Ils maîtrisent leur jeu au sol, comme tu l'as précisé, Flav. Donc son empreinte à Ben Johnson est visible. Chicago retrouve une identité offensive très claire. Il retrouve aussi une ambition. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que son système semble évoluer avec Caleb Williams, pas contre lui, ni malgré lui, comme on peut le voir dans certaines franchises. Et c'est ça qui rend la chose intéressante, et c'est ça qui va rendre également l'évolution de Détroit et la suite de leur saison particulièrement passionnante à suivre. Juste pour compléter, il y a un seul match, c'était le dernier, où ils sont en dessous des 20 points. Exact. Ils sont à 19. Exact. Donc, du coup, et ça veut dire que pour les battre... Ouais, vas-y. Ouais, pourtant, on pense pas à eux comme un rouleau compresseur offensif. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas de grand écart. C'est-à-dire que... mais pour avoir vu 2-3 actions, tu as raison, Ben Johnson amène quelque chose à cette équipe. Il n'hésite pas à sortir des trick plays, faire comme à Détroit. Ouais. Mais parce que... Est-ce que c'est aussi dans le but de surprendre, ou alors parce que c'est entre guillemets un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que tu peux pas les avoir sur ce que tu veux faire réellement? Je ne sais pas. Est-ce que Ben Johnson, pour toi, Yaya, c'est l'archétype maintenant de... On dit souvent que le poste de coordinateur, le passage coordinateur head coach, c'est compliqué. Est-ce que pour lui, c'est l'archétype de la personne qui est en passe de réussir? Je dis pas qu'il réussit parce qu'on va attendre un petit peu plus que ses 10 premiers matchs, mais en tout cas qui est sur la bonne voie. Ah oui, c'est sur la bonne voie. Et alors, on avait vu des choses l'année dernière. On avait aperçu par bribes, on avait aperçu deux, trois choses. Là, il amène de la constance dans le jeu offensif, quoi. Il faut rappeler aussi un petit peu l'histoire de Ben Johnson, l'histoire récente. Tu le disais, Seb, il a été coordinateur offensif des Lions pendant 3 ans, si je dis pas de bêtises. Mais déjà, à la fin de la saison 2023, il était largement pressenti pour la saison 2024 pour prendre un poste de head coaching. Il avait eu beaucoup de demandes d'interview et tout, et il avait dit non, je reste encore 1 an à Détroit parce que je me sens pas prêt et que je veux continuer, et je veux me donner une chance de gagner avec Dan Campbell et tout ça. Il voulait finir l'histoire. Voilà, il voulait finir. Et il s'est pas précipité dans le head coaching en disant j'ai des offres. On sait que il y a des gens, je pense à Eric Bieniemy par exemple, qui ont eu des propositions d'head coaching et puis finalement ça s'est mal terminé, etc., etc. Là, Ben Johnson, il a dit moi je reste encore 1 an coordinateur offensif. Il a encore peut-être augmenté la hype autour de lui avec cette saison 2024 des Lions. Et depuis, là, on savait tous qu'en 2025, il allait devenir head coach. Et le fait est que depuis la pré-saison, il nous dit, ça marche pas en attaque. On voit que c'est quelqu'un qui a l'attaque dans son cœur. Hein. Donc, je me rappelle de grosses critiques qu'il faisait en pré-saison en disant, les gars, l'entraînement de toute façon en font pas assez pour que ça donne quelque chose de bien en début de saison. Le fait est qu'ils ont commencé à 0-2, donc il s'est pas planté dans l'affaire. Et puis, il a remis sa culture de l'entraînement, son playbook à lui, etc., etc. Et là, force est de constater que c'est un pari qui est en passe d'être réussi. Mais moi, tu vois, Ben Johnson, je vois son arrivée au head coaching un peu comme celle de Sean McVay. C'est-à-dire que je vois un sang nouveau avec des nouvelles idées. Et ça marche parce que face à des coachs un peu trop old school, ça marche et ils n'arrivent pas à s'adapter. Il a même pas encore 40 ans, Ben Johnson, 39 ans, je crois, actuellement. Sean McVay, il avait quel âge?
quand il est arrivé, tu vois. Oui. Et Pour même, moi, il avait, même encore, il- je sais même il pas avait s'il moins avait. que 30. Non, pour moi, il avait 35 ou quelque chose comme ça, Sean McVay. Ouais, il est jeune, il est très jeune Mais- pour être coach, Sean McVay. Ouais. Et à l'époque, il avait des joueurs sous ses ordres qui étaient plus vieux que lui. Ouais. Donc, Ça me fait penser que ma petite tranche de vie, ma fille m'a dit que j'avais bientôt le même âge qu'Aaron Rodgers. Ça m'a fait bizarre. Enfin, bon. et je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il est temps que tu fasses une retraite dans une grotte. Décidément, j'ai beaucoup de succès avec les fans des Steelers, puisqu'on me compare à Roethlisberger, et maintenant c'est Aaron Rodgers. Alors, Non, c'est Aaron Rodgers. Ouais. Donc, quoi. Alors, pour info, Sean McVay, après vérification, est devenu head coach à 31 ans des Rams. Wow. En 2017, ça va faire bientôt 10 ans qu'il est head coach des Rams. Quand même. Ouais, donc, il a pas encore 40 ans, lui non plus. Ouais, c'est ça, il a 39. Même âge que Ben Johnson. Ouais. Mais en tout cas, il amène quelque chose dans de novateur. Et on voit qu'il n'hésite pas à utiliser Caleb Williams sur des jeux truqués et le faire recevoir des ballons. Donc, c'est chouette. Pour vous, Caleb Williams, ça peut être maintenant, ce sera le franchise quarterback pour les nombreuses années à venir du côté de Chicago. Quarterback et Chicago, c'est un peu comme quarterback et Browns. Non, alors Non, voilà, c'est vrai que Chicago et les quarterbacks, c'est un peu problématique. Je vais dire que le seul nom marquant qu'il y a eu, c'est McMahon, quoi. Et encore, c'est parce qu'il a gagné un Super Bowl dans les années 80. Tu mets pas Jay Cutler? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Smoking Jay? Oh, bah non, Pas bon, du tout. D'accord. Un bip sur le radar, un QB parmi d'autres. Hein. Je sais qu'il a des fans, mais moi, j'ai jamais On salue les hein. fans de Jay Cutler. Et ceux qui connaissent pas Jay Cutler, vous irez voir des highlights. Parce que bon. Et puis, voilà, si vous en non, trouvez. Si vous en trouvez. Non, pas un mauvais joueur, Non. mais vraiment pas de quoi. Quelqu'un qui sort du table. lot. Disons, voilà, pas qui sort du lot, c'est pas un quarterback emblématique. Et c'est vrai que D'ailleurs, Chicago, des QB emblématiques, il y en a. Et c'est les il y en a Bears pas, qui ont une stat où il n'y a pas de QB qui a lancé plus de combien? 4000? C'est ça? Pas plus de 4 milliards? Alors, j'en suis pas, parce que je l'ai pas sous les yeux, mais je serais pas surpris. Je crois Il que me c'est ça, semble que c'est la seule franchise qui a aucun quarterback de son histoire qui a lancé au moins 4 milliards dans une saison. Il en est à combien, Caleb Williams? Là, Caleb Williams, 2320. il est à 2329. On est sur des bonnes bases pour le 4000. On est sur des bonnes bases pour lui s'il devait y en avoir un. Mais je pourrais pas être affirmatif, mais ça ne me surprendrait pas. Je vais vérifier dans les 10 secondes qui viennent, mais je suis quasi sûr que c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi personne n'a cité Justin Fields, Trubisky. Hein, non. Rick Mirer, voilà, que des noms qui nous font rêver. Alors peut-être qu'il peut le devenir. Je pense que le public de Chicago attend son quarterback emblématique. Parce qu'il y a des joueurs emblématiques à Chicago. Attention, c'est une équipe qui est chargée d'histoire. Walter Payton, Mike Singletary, William Perry, même des coachs, Mike Ditka. Mais il n'y a pas de QB parmi ces gens-là. Et imagine, à l'époque, il y avait un jeu vidéo Mike Ditka sur Mega Drive, je crois. Oui, dans les années 90, c'était un très très bon entraîneur et puis c'était une personnalité très très haute. C'était une légende. Et il était tight end en plus à l'époque. Il était tight end quand il avait été joueur, oui. Dans les années à Chicago. 60. À Chicago, oui, il me semble. Et c'était la magnifique époque avec les espèces de surpull sans manches tricotés. Il y a des photos, d'époque de Mike Ditka sur la touche. Si vous aimez le kitsch, ça vous plaît. Hein. Il avait un côté avec la moustache et la raie sur le côté là. Oh. Mais voilà, tout ça pour dire que parmi les grandes figures des Bears, il n'y a pas de quarterback, en effet. Donc peut-être que Caleb Williams est celui-là. Alors, comme Bryce Young, je pense qu'il n'est pas encore à maturité. Alors, mais juste un truc comme ça, c'est vraiment une franchise avec une grosse histoire, avec une fanbase, mais qui est tellement, tu vois, ça fait partie des fanbases qui méritent, parce que
tu perds tous les ans, tu te fais railler. Enfin, même à un moment, ça faisait plusieurs saisons où qui gagnait, qui perdait, on s'en foutait. Alors que c'est une franchise, mais qui est importante. Un stade, le Soldier Field, mais c'est un des stades à voir, quoi, tu vois. C'est la première équipe de football professionnel de l'histoire des États-Unis, hein, les Bears, historiquement. Oui. Qui ne s'appelaient pas les Bears au tout début, mais c'est dans leur ADN. Hein. C'est eux, George Halas, Oui, tout ça. Voilà. Ouvrez vos livres d'histoire du Alors, foot. les amis, attention, moment statistique des Bears de Chicago. Il y a eu 4 saisons où les Bears ont dépassé les 4 milliards à la passe en 1999, 2013, 2014 et 2016. Mais effectivement, il n'y a aucun quarterback qui a lancé pour 4 milliards de plus, puisqu'il y avait eu plusieurs quarterbacks ces années-là. Donc, il n'y en a aucun qui a lancé. Qui a le record, à votre avis, du nombre de yards lancés à la passe pour les Bears? C'est à 3838 yards, précisément. McMahon? Non. C'est en... Je n'ai pas l'année. Ah, c'est embêtant. J'ai pas l'année. Justement, j'aurais été tenté de dire Jay Cutler. Alors, Jay Cutler, il a le record du nombre de yards lancés sur sa carrière avec les Bears. Avec les Bears, d'accord. Voilà, 23 443 yards pour Jay Cutler. C'est lui qui a le record. Il a mis en 15 saisons. Alors oui, ça y est, c'est dans les années 90. Je pourrais pas vous donner l'année exacte. C'est dans les années 90. Mi-90, je dirais. Qu'est-ce qui était QB des Bears dans les années 90? Aïe, 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 aïe. Je suis incapable. C'est vraiment les gens. Voilà, justement, tu parlais d'indifférence vis-à-vis des Bears et les années 90. Ça a été une décennie un peu compliquée pour eux. Ils étaient... les 2000 et 2010 aussi. À cette époque-là, ils étaient complètement cramés. Je vois pas. Là, c'était Eric Kramer, du coup. Oh la vache, Eric Kramer. Il avait joué pour Détroit également, Eric Kramer. Oui, oh là 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 là. Le jeu de mots, Kramer. Oui, Kramer, c'est déchelé. Oui. Et c'est Kramer contre Kramer, c'est ça? C'est aussi lui qui a le record du nombre de touchdowns à la passe sur une saison avec 29, et c'était en 1995, exactement. Oh là là, ça fait des décennies que j'ai pas entendu ce nom-là, quoi. Et je vois French Bear en train d'écouter notre podcast en train de dire mais c'est Eric Kramer, en train d'écumer, voilà, mais il n'y a que French Bears pour savoir que Eric Kramer est le recordman du nombre de yards lancés pour la franchise des Bears. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne veut pas porter l'œil à Caleb Williams, mais ça sent quand même bon, quand même, hein, les 3800 yards. Ça devrait plutôt bien se passer si tout va bien. Ouais, ça devrait bien se passer, d'autant qu'ils ont un calendrier. J'allais dire, quel est le calendrier? Alors, c'est Pittsburgh. C'est abordable sur. Il y a Pittsburgh, il faut aller à Philadelphie. Aïe. Ça, ce sera le match du vendredi soir qu'on commentera pour le Black Friday Game. D'ailleurs. Voilà, ça pourrait faire mal. Il faut aller à Green Bay. Faut voir. Faut recevoir Cleveland, ça devrait bien se passer. Faut recevoir Green Bay. Faut voir. Faut aller à San Francisco, là aussi. Faut voir. Il faut recevoir Détroit. Ouais, c'est pas des matchs gagnés ou perdus d'avance, mais c'est des matchs qui vont jouer à probablement pas grand-chose. Quoi. Ouais. C'est même les Steelers. Hein. Il y a quand même une histoire entre Aaron Rodgers et les Bears. À mon avis, il va tout faire pour être sur le terrain, mais eux, ils vont tout faire pour le renvoyer à l'infirmerie. Tu vois. Ouais, mais quand Green Bay, c'est tout l'un ou tout l'autre, tu vois. Ça veut dire que comment ils seront lunés? Ça veut dire que c'est un match où ils peuvent leur en mettre 50. Mais ils peuvent, ça peut finir à 29. Les Packers, ils n'ont pas mis souvent 50 cette saison. Non, mais c'est façon de parler. Ouais. T'as bien compris. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, bien compris. C'est vraiment une fin de calendrier où il y a beaucoup de matchs sur lesquels la pièce peut tomber d'un côté ou d'un autre, quoi, qui sont vraiment compliqués à lire. Petit instant prono, est-ce qu'ils finissent en play-off ou pas les Bears cette saison? Ouh, l'instant prono qui fait mal. Alors, bon, Yaya, il va me dire, mais de toute façon, personne n'y croit aux Bears. Donc, Moi, j'ai peur que la fin de saison avec Philadelphie 2 fois, Green Bay, San Francisco et Détroit, 9 victoires.
Allez, le dernier spot, ouais. Allez, Ouais, le dernier spot, il peut être à 9. Hein. Attention, Il il y a, en il y a faudra encore Green deux. Bay. Green Bay, ils sont à 6. Détroit est aussi à 6. Ouais. 9, ça va peut-être pas être suffisant pour choper le dernier spot. Ouais. Hein. Moi, je suis pas sûr. Hein. Ouais, allez, même si c'est 10, ça fait 3 victoires. Est-ce qu'ils peuvent aller choper 3 victoires dans ce qui reste? Oui, enfin, une fois de plus, moi, je trouve que c'est très ouvert. Je trouve que le match de ce dimanche contre Pittsburgh peut justement faire balancer d'un côté ou de l'autre. Hein. S'il Ça gagne va dans- celui-là, à 8, du coup, il sera encore à 8-3. Je suis pas d'accord avec toi. Bah, moi, Et- je pense que. Moi, je pense que ils se sont donné le droit d'avoir un joker. Et s'ils gagnent, ils gardent le joker. Attends. Sinon, après. Attends, Yaya, enfin, vous semblez oublier un facteur, c'est qu'on est dans la NFC. Dans la NFC, vous avez la NFC West, où tu as Mais deux oui. équipes à 7 victoires et une à 8. Le Joker, parce qu'il faut regarder aussi globalement, hein, faut pas regarder que la division. Le Joker, il va être vite grillé. Hein. Ouais, oui. Oui, mais ça veut dire que s'ils gagnent Pittsburgh, ils sont à 8-3. Ils sont. Ils sont 3. La possibilité d'en perdre un contre Philadelphie ou Je Green Bay. dis ça comme ça. S'il remporte pas la div, il garde une chance de choper le dernier spot. Mais ça sera compliqué de faire plus. Là où, par contre, la semaine la plus importante pour eux, ça doit être Thanksgiving. Parce que t'as non seulement eux qui vont à Philadelphie, s'ils arrivent à battre Philadelphie, voilà, là, ils sont très bien. Voilà. Et en plus, cette même semaine, Green Bay et Détroit se jouent. C'est le match de Thanksgiving à Détroit, c'est Détroit Green Bay. Donc du coup, tu peux avoir Détroit et Green Bay, forcément il y a un des deux qui va perdre, voire les deux vont faire match nul. Et puis si Chicago en profite pour gagner, ça peut être une vraie semaine bascule. Ouais. La dinde sera bien farcie. Plus que Pittsburgh, c'est le match à Philadelphie qui va conditionner énormément de choses. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le match, si tu gagnes contre Philadelphie, si tu gagnes contre Pittsburgh, t'as moins de pression, quoi. Le match contre Philadelphie, t'as moins de pression parce qu'après, c'est des must-win à chaque fois. Juste avant qu'on referme le podcast, je voulais quand même votre avis parce que vous serez pas avec moi demain jeudi soir pendant le live. Juste votre avis sur cette information qui nous a été révélée par les journalistes de la Nouvelle-Orléans et confirmée par la franchise des Paris Musketeers d'une possible et d'une très probable arrivée de la NFL en France, possiblement dès 2026, mais au plus tard 2027, donc de toute façon dans les 2 ans qui viennent, il devrait y avoir de la NFL en France. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est une bonne nouvelle. Mon Seb, c'est quoi ta réaction? Je voulais donner en off. Tu me l'as donné en off. Donne-la en live. Moi, je suis fan de Instant Conclusion. Moi, je suis fan de foot US depuis 1992 et je vais être très honnête. Voir de la NFL en France et à plus forte raison un match de saison régulière, je ne pensais pas que ce serait possible de mon vivant. Je ne pensais pas que ce serait possible du tout. Les temps changent, comme disait le poète. Pour moi, non, je pensais plutôt à Bob Dylan, mais voilà. Mais chacun ses rêves. Voilà, chacun ses rêves, hein, désolé. Déso, pas déso. Non, plus sérieusement, je vais parler vraiment en tant que fan de NFL. Pour moi, c'est quelque chose de très important si ça se fait. S'il vous plaît, les Saints, s'il vous plaît, la NFL, ne nous trahissez pas, ne nous laissez pas tomber sur ce coup-là et faites ce qu'il faut parce que là, c'est trop tard. La machine est engagée et si ça devait tomber à l'eau, parce que oui, je suis un pessimiste, mon petit cœur de fan sera brisé à jamais. Plus sérieux, c'est vraiment, pour moi, c'est incroyable. C'est au-delà du réel, what a time to be alive, c'est extraordinaire comme nouvelle. Mon Yaya. Seb a très bien résumé et je pense que c'est surtout une occasion fabuleuse pour que notre sport prenne une place, la place qu'il mérite en France. On sait que chez nos voisins, ça y est, c'est ritualisé. Il y a, je pense notamment en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, le foot prend vraiment une place et je pense que
autour de moi, c'est peut-être parce que je suis dans le podcast, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens autour de moi qui s'y intéressent. L'arrivée d'Internet n'est pas pour rien, avec la possibilité de regarder. Le travail de malade que font Lionel Buton et toute son équipe sur Bein ont permis de créer, fédérer une communauté autour. Et je pense que c'est important pour la communauté des amoureux du foot américain d'avoir cette chance de pouvoir recevoir un match. Et le fait que ce serait la concrétisation, parce qu'il y a un nombre de passionnés qui œuvrent dans des clubs tous les week-ends, et c'est aussi les remercier par ce côté. Alors oui, il y a la NFL, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui œuvrent dans les clubs. Je sais que Seb en a parlé, l'a fait énormément, a joué. Vince s'est impliqué. On pense à plein d'autres. Et toi, avec tout ce que tu relayes sur la D1, sur le LF, qui a permis de créer tout ça. Et je pense que c'est important. Pour rappel, en parlant de l'ELF, les Paris Musketeers sont cette semaine chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ils assisteront au match contre les Falcons dimanche soir. D'ailleurs, un match qui est à 22h25, ce qui est assez original pour un Saints Falcons. Mais bon, bref, pourquoi pas. Et donc, on a les Musketeers qui sont là-bas, et il y aura sans doute quelques informations qui tomberont dans le week-end. Donc, restez bien sur The Playoff. On va vous tenir au courant de tout ça. Nous sommes en contact permanent avec les Paris Musketeers. Nous sommes branchés. Il y a une oreillette directe, une ligne directe entre la Nouvelle-Orléans et la rédaction de The Playoff pour vous tenir informés de tout ça. En tout cas, on se retrouve jeudi pour en parler. Alors, je ne vous mens pas, pile au moment où je vous dis ça, je reçois en même temps un WhatsApp du président des Paris Musketeers. Donc, comme quoi, nous ne sommes pas en live. Hein. Comme il se la raconte. Non, mais c'est vrai. Je peux te l'envoyer. Alors, je ne sais pas ce que ça Il y a nos accrètes pour le match 2026 dans le WhatsApp. Si ça se trouve, c'est juste une énorme ânerie qui vient de m'envoyer. J'en sais rien du tout, j'ai pas regardé encore. En tout cas, on se retrouve en live jeudi soir 21h30 sur Twitch pour parler de l'arrivée potentielle de la NFL en France. Parler, si vous le voulez, de Shedeur Sanders, de Justin Fields, de Cam Skattebo qui fait du catch, de ce que vous voulez. Bref. Et Abdul Carter aussi. Et d'Abdul Carter qui s'endort en meeting, mais qui ensuite va faire du catch. Bref. On peut parler de tout ça, de tout ce qui vous fait envie. C'est Tailgate Talk, et c'est jeudi 21h30 sur Twitch et sur YouTube. Ce sera avec Bertrand, avec Steph. Merci Seb, merci Yaya d'avoir été avec moi. On salue les fans des Bears, les fans des Panthers. On espère que le podcast leur aura plu, et à vous tous aussi. Et on se dit à très vite, jeudi soir du coup, en live sur Twitch. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.